Merci d'être venu sur ma chaîne. Je suis vraiment heureux que tu sois là. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage tranquille à travers le Mexique. Ce n'est pas un documentaire rapide avec des images spectaculaires qui te fatiguent les yeux. C'est un récit, une histoire pour se détendre, pour se laisser porter par les mots, pour s'endormir si tu en as envie. L'essentiel ici, c'est l'histoire, pas l'écran. Tu peux fermer les yeux, écouter, imaginer, laisser ton esprit voyager. Je vais te raconter ce pays comme si nous marchions ensemble dans ses rues, ses villages, ses paysages. Des faits surprenants, des détails qui restent en mémoire, des sensations vraies. Pas de technologie compliquée, pas de politique, juste la vie, l'histoire, le caractère d'un pays fascinant. Installe-toi confortablement. Nous allons passer du temps ensemble avec le Mexique. Voilà. Commençons. Le Mexique n'est pas un pays ordinaire. Il accumule des records étranges, des géographies impossibles, des phénomènes naturels qui semblent sortir d'un autre monde. Des villes construites sur des lacs qui n'auraient jamais dû supporter des millions d'habitants. Des montagnes qui changent de visage selon l'altitude. Des régions où la nature se manifeste de façon qui dérange les certitudes. Quand on commence à explorer ce pays, on découvre rapidement que presque rien n'y est ordinaire. La capitale du Mexique est bâtie sur l'ancien lac Texcoco, ce qui signifie qu'elle s'enfonce lentement dans la terre depuis des siècles. Les fondations des plus anciens bâtiments du centre historique descendent constamment, quelques centimètres à la fois. Les habitants voient des fissures apparaître sur les façades des églises coloniales, comme si le temps se manifestait physiquement à travers la pierre. C'est une ville qui se sabote elle-même, doucement, inexorablement, et pourtant, elle continue à vivre et à grandir. 4 millions de personnes, au moins, y habitent dans la capitale elle-même, et des millions d'autres autour. C'est l'une des plus grandes concentrations urbaines de la planète. Mais là n'est pas le plus insolite. Le Mexique possède un système de cenotes dans la péninsule du Yucatan. Ce sont des gouffres, des trous naturels créés par l'effondrement de calcaire. Beaucoup de ces cenotes sont remplis d'eau souterraine cristalline. Pendant des siècles, avant l'arrivée de l'eau courante, les gens dépendaient entièrement de ces puits. Certains cenotes sont si grands qu'on pourrait y faire naviguer un bateau. D'autres sont minuscules, accessibles seulement en rampant. Les Mayas voyaient ces lieux comme des portes vers l'autre monde. Les archéologues y ont trouvé des objets offerts en sacrifice, datant de 1000 ans ou plus. Le pays connaît également des séismes réguliers. Pas de simples tremblements, mais des secousses qui restructurent la géographie, qui fissurent les routes, qui déplacent les bâtiments d'un côté et de l'autre. Les Satécépères mexicains vivent avec cette instabilité tellurique comme d'autres vivent avec la pluie. Chacun sait où se trouver en cas de secousse. Les écoles font des exercices. Les familles ont un point de rendez-vous convenu. C'est devenu une partie de la conscience collective. Une peur normale, acceptée, intégrée au quotidien. Il existe aussi le Popocatépetl, un volcan qui fume depuis plusieurs années. On peut le voir de certains endroits de la capitale. Parfois, il se montre furieux, crachats des cendres qui recouvrent les toits des villes environnantes. Parfois, il se calme et se contente de fumer doucement. Les gens qui vivent à proximité surveillent les émissions de gaz. Les autorités ajoutent des alarmes si l'activité devient trop agitée. Mais personne ne s'en va vraiment.
La montagne fait partie du paysage, du patrimoine, de l'identité. C'est un voisin dangereux qu'on apprend à respecter. Dans le nord, le désert de Chihuahua s'étend sur des milliers de kilomètres carrés. C'est un monde de sable rouge, de températures extrêmes, de silence. Des villes y ont surgi, construites autour de sources d'eau ou de voies ferrées. Les habitants du désert développent une autre mentalité. Le temps s'y écoule différemment. Les distances semblent infinies. Un voyage de quelques heures à travers ce paysage change la perception du monde. Au sud, dans la jungle du Yucatan et du Chiapas, c'est l'inverse. La végétation explose. Les arbres montent haut. Les lianes entrelacent tout. C'est un univers fermé, humide, rempli de vie cachée. Des ruines mayas émergeant de la jungle comme si la forêt les gardait précieusement. Des espèces animales qu'on ne voit nulle part ailleurs. Des sons de la nature qui constituent une symphonie continue. Jaguars, toucans, singes hurleurs, crapauds, cicadas. La côte atlantique du Mexique offre des plages de sable blanc entourées de récifs coralliens. Les eaux sont tellement transparentes qu'on voit le fond sur 10 ou 15 mètres de profondeur. Les poissons multicolores nagent près du rivage. C'est un monde aquatique intouché pour beaucoup de gens qui y arrivent. Mais il y a aussi des zones côtières où se construisent des stations balnéaires gigantesques, avec des hôtels alignés comme des dominos, et le contraste entre la nature intacte et l'infrastructure massive est saisissant. Quand on regarde le Mexique sur une carte, on voit un pays qui s'élève progressivement du nord au sud. Les altitudes augmentent. Les villes s'échelonnent à différents niveaux. Cette topographie affecte tout. Le climat, la végétation, la façon de vivre, l'accès aux ressources, les traditions culinaires. Le Mexique n'est jamais le même d'une région à l'autre. Chaque state, chaque province possède son propre caractère, ses propres accents, ses propres plats, ses propres fêtes. Ce pays n'existe pas pour surprendre les touristes. Il existe simplement avec ses contradictions, ses extrêmes, ses beautés, ses dangers, son énergie brute. Le Mexique est une démonstration de ce que la géographie peut créer comme diversité et comme complexité. C'est aussi un pays où les gens se sont adaptés à l'inadaptable. Ils ont construit des villes où il ne devrait pas y en avoir. Ils ont créé une culture qui mélangeait les influences indigènes et espagnoles et qui a développé une identité propre. C'est cela qui rend le Mexique véritablement remarquable. Le Mexique s'étire entre deux océans, comme un pont entre deux mondes. À l'est, il y a l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes. À l'ouest, l'océan Pacifique. Au nord, il partage une longue frontière avec les États-Unis. C'est une frontière qui marque un changement radical de climat, de culture, de façon de vivre. Des milliers de kilomètres de désert et de montagnes séparent le nord tropical du sud. Au sud et au sud-est, le Mexique borde le Belize, le Guatemala et le Salvador. C'est vers ces pays que s'écoule la jungle. C'est vers ces pays que s'étendent les influences mayas anciennes. Le pays s'étire sur environ 2000 kilomètres du nord au sud. Si tu voyages en voiture, du désert septentrional jusqu'aux plages du sud, tu passes par des mondes complètement différents. Ce voyage prend environ 40 heures de voiture sans pause. 40 heures de transformation géographique, climatique, humaine. C'est une distance que les gens du pays connaissent bien. Beaucoup de Mexicains parcourent cette route pour travailler, pour visiter la famille, pour chercher une nouvelle vie.
Les autocars roulent jour et nuit. Ils s'arrêtent dans des petites villes pour prendre des passagers, laisser des marchandises. À chaque arrêt, le paysage devient autre. Le nord est désertique, très désertique. Les villes y sont dispersées loin les unes des autres. Monterrey, la capitale du nord industriel, est distante de Mexico City de plus d'1 millier de kilomètres. 12 heures de route. Les gens du nord se considèrent différents des gens du centre ou du sud. Ils parlent un peu différemment. Leurs traditions culinaires sont distinctes. Le nord a longtemps été frontalier, plus rude, plus indépendant. C'est une mentalité qui persiste. Au centre, la topographie se transforme graduellement. Les montagnes commencent à apparaître. Les altitudes montent. Mexico City, elle-même, est située à plus de 2000 mètres au-dessus du niveau des mers. C'est une altitude qui affecte tout. L'air est plus léger. La respiration est plus difficile pour ceux qui arrivent des côtes. La température est plus fraîche, même si on est sous les tropiques. Les vêtements qu'on porte sont adaptés à cette fraîcheur. Les voitures consomment plus d'essence à cette altitude. Autour de la capitale, il y a une région centrale appelée le Bajío. C'est une zone de collines et de plateaux où le climat est tempéré. Les villes y poussent comme Guanajuato, Querétaro, San Miguel de Allende. Ces villes sont petites comparées à la capitale, mais elles ont une vie propre, riche, intense. Elles sont distantes de la capitale d'environ 4 à 6 heures de route. Beaucoup de gens de la capitale y vont pour le week-end, pour échapper au chaos urbain. Les routes entre ces villes passent par des paysages magnifiques. Des montagnes recouvertes d'arbres, des vallées verdoyantes, des villages de pierres blanches où le temps semble s'être arrêté. À l'ouest, vers l'océan Pacifique, le paysage change encore. Les montagnes descendent vers la côte. Le climat devient plus tropical à mesure qu'on baisse en altitude. Puerto Vallarta, une station balnéaire célèbre, est à environ 12 heures de voiture de Mexico City. Durant ce trajet, on traverse des forêts tropicales, on passe par des villes côtières, on découvre des paysages qui semblent sortis d'un rêve. Les plages du Pacifique ont un caractère différent de celles de la mer des Caraïbes. Les vagues y sont plus puissantes. Le sable est plus gris. Le soleil se couche au-dessus de l'eau. La péninsule du Yucatan, au sud-est, est une région à part. C'est une zone plate, sans montagne. Le calcaire y domine. Pas de rivière de surface, car l'eau s'infiltre dans le sol. C'est le domaine des cenotes. Cette péninsule a une histoire différente. Les Mayas y ont établi leur civilisation principale. Cancún, une ville moderne construite dans les années 70, s'y trouve. Elle n'existait pas il y a 50 ans. Maintenant, c'est une mégalopole du tourisme. 8 heures de vol ou 24 heures de route depuis Mexico City. C'est un monde tourné vers la mer. Le sud, particulièrement le Chiapas et l'Oaxaca, est montagneux et boisé. C'est la zone la plus authentique culturellement. C'est ici que vivent de nombreuses communautés indigènes qui parlent encore des langues précolombiennes. Le climat y est plus humide. Les forêts tropicales couvrent les montagnes. Les routes sont moins développées que dans les autres régions. Un trajet qui devrait logiquement prendre 8 heures peut en prendre 12 ou 14 si les routes sont en mauvais état. Mais les paysages valent chaque minute passée en route. Les distances réelles ne correspondent jamais aux distances sur la carte. En voiture, traverser une région montagneuse prend 2 fois plus de temps
que traverser une région plate couvrant la même distance. Les Mexicains savent cela par expérience. Ils planifient leur trajet en fonction de l'altitude, des routes disponibles, des arrêts nécessaires. Quelques centaines de kilomètres peuvent signifier un changement complet de climat en quelques heures de route. De la pluie torrentielle à un ciel parfaitement bleu. Du froid montagneux à la chaleur côtière. De la densité urbaine au silence rural. C'est cette variabilité qui caractérise le Mexique. Un pays qui se transforme constamment, qui ne permet jamais aux voyageurs de s'endormir dans la certitude. Chaque nouveau kilomètre apporte quelque chose de nouveau. Chaque nouvelle région redéfinit ce qu'on croyait connaître du pays. C'est un continent en miniature, avec ses extrêmes, ses secrets, ses beautés cachées dans chaque vallée et sur chaque montagne. Mexico City n'est pas une simple capitale. C'est une démonstration de ce qu'une ville peut devenir quand elle concentre l'histoire, la culture, la vie de toute une nation dans ses limites. Des Aztèques ont construit leur capitale sur l'île au milieu du lac. Les Espagnols ont écrasé cette ville et ont bâti la leur par-dessus. Maintenant, les vestiges des deux civilisations coexistent, enterrés, exposés, intégrés à la vie quotidienne. La ville s'enfonce lentement. Les bâtiments se fissurent, mais personne ne part. 20 millions de personnes y vivent environ. C'est l'une des plus grandes agglomérations du monde et elle continue de grandir. Ce qui accroche d'abord quand on arrive, c'est l'altitude. L'air est léger. Les poumons sentent la différence immédiatement. La pollution flotte entre les bâtiments comme une couche permanente. Pas toujours, mais souvent. Les montagnes entourent la ville. Elle est enfermée dans une vallée. L'air ne s'échappe pas facilement. Les couchers de soleil sont parfois spectaculaires, justement à cause de cette pollution qui teinte le ciel en rose et en orange profond. Quelque chose de beau créé accidentellement par la négligence. La ville se réveille très tôt. Les gens se lèvent avant l'aube pour aller travailler. Les transports en commun commencent à circuler dès 4 heures du matin. Les vendeurs d'élotes grillés sortent leurs petits chariots avant 6 heures. La ville est déjà en mouvement quand le soleil se lève. Le centre historique est un labyrinthe. La cathédrale métropolitaine se dresse au-dessus de la place principale appelée le Zocalo. C'est une énorme place, plane, vide à certains moments, remplie de monde à d'autres. Les manifestations s'y rassemblent. Les concerts y jouent. Les gens s'y assoient simplement pour regarder. Autour de la cathédrale, les bâtiments coloniaux s'alignent. Certains sont restaurés. D'autres se désagrègent lentement. Les murs racontent l'histoire. Les balcons en fer forgé sont magnifiques. Les cours intérieures offrent des oasis de tranquillité au milieu du chaos urbain. Si on arrive au centre au petit matin, on peut marcher presque seul. Les restaurants commencent juste à ouvrir. Les boutiques nettoient leurs devantures. C'est un moment magique avant que la foule n'arrive. Le Palais national se trouve au côté est du Zocalo. À l'intérieur, les murs sont couverts de peintures murales de Diego Rivera. Ces peintures racontent l'histoire du Mexique depuis les Aztèques jusqu'aux révolutions modernes. Une histoire de lutte, de transformation, de souffrance et d'espoir. Pour voir ces peintures, il faut passer les contrôles de sécurité, mais l'entrée est gratuite. Des touristes et des Mexicains se mélangent à l'intérieur. Tout le monde regarde vers le sceau.
Les murales sont élevées sur 3 étages. Elles sont si détaillées qu'on pourrait y passer des heures à déchiffrer chaque figure, chaque symbole. Il y a plusieurs quartiers à explorer qui offrent des visages différents de la capitale. Coyoacán est un quartier sud, plus calme, avec des rues pavées, des petits restaurants, une atmosphère bohème. C'est là que vivait Frida Kahlo. Sa maison est maintenant un musée. Des jeunes gens s'assoient dans les petits cafés. Des artistes vendent leurs œuvres dans les jardins. La vie y semble moins pressée que dans le centre. Roma et Condessa sont des quartiers voisins, un peu plus modernes, avec des galeries d'art, des restaurants tendance, des boutiques de design. Ils ont été reconstruits après les tremblements de terre. La vie y est branchée, internationale, mélangée. Polanco est le quartier riche. Les boutiques de luxe y sont concentrées. Les restaurants chers s'y trouvent. C'est le Mexique des gens aisés. Mais même les touristes, avec un budget moyen, y marchent et regardent. C'est gratuit de traverser une rue, de regarder les vitrines, d'observer comment vivent les autres. La vie dans la capitale suit des rituels. Le matin, les gens prennent un café. Pas un grand café, un petit café fort, souvent sucré. Ils mangent une viennoiserie ou du pan de muerto, si c'est la saison. Puis, ils partent au travail. Le métro est surpeuplé aux heures de pointe. Les bus arrivent pleins. Les voitures s'entassent sur les routes. Vers midi, beaucoup de gens rentrent chez eux pour manger. C'est le repas principal. C'est un moment pour s'asseoir avec la famille. Puis, ils retournent au travail. En fin d'après-midi, vers 6 ou 7 heures, les gens commencent à quitter les bureaux. Les restaurants se remplissent. Les gens traînent dans les rues, se rencontrent, parlent. Le soir, les familles se réunissent. Beaucoup mangent dehors, dans les petits restaurants de rue, assis à des tables minuscules. La ville ne dort jamais vraiment. Il y a toujours du bruit, du mouvement, de la vie qui continue. Un jour à Mexico City, pour quelqu'un qui vient pour la première fois. Commence en marchant au Zocalo. Arrive avant 8 heures. Regarde la cathédrale se réveiller. Entre dans le palais national. Vois les murales de Rivera. Sors. Va manger des tacos dans une petite rue près du centre. Assieds-toi. Parle avec les gens si tu oses. Puis va vers le sud. Prends le métro si tu veux l'expérience authentique de la ville. Visite Coyoacán. Marche dans les rues pavées. Entre dans la maison de Frida Kahlo si tu as du temps. Assieds-toi dans un petit café. Bois un café. Regarde les gens. Reviens vers le centre en fin d'après-midi. Vois le soleil se coucher depuis une terrasse. Mange un repas simple dans un petit restaurant. Voilà. C'est un jour complet. Pas de stress. Pas de courir partout. Juste la ville qui se révèle lentement. Il y a une chose gratuite et inattendue à Mexico City que les touristes découvrent souvent par hasard. Ce sont les jardins flottants appelés les jardins de Xochimilco. Ce sont des îlots artificiels construits par les Aztèques pour cultiver les récoltes. Ils subsistent toujours. On peut y prendre une barque traditionnelle appelée une trajinera. Les barquiers te poussent avec une longue perche à travers les canaux étroits. C'est lent, peacefully slow, presque arrêté dans le temps. Les gens qui habitent sur les îles vivent comme ils le faisaient depuis des siècles. Les fleurs sont cultivées. Les petits restaurants servent de la nourriture simple. On peut écouter de la musique live. C'est un monde parallèle qui existe à quelques kilomètres du centre urbain fou. C'est gratuit d'y entrer. On paie seulement pour la barque et la nourriture.
Beaucoup de touristes ne le découvrent jamais. Ceux qui le trouvent sont surpris de découvrir que le Mexique ancien existe encore, caché, presque invisible, juste à côté de la mégalopole moderne. Mexico City est écrasante pour les nouveaux venus. C'est énorme, c'est chaotique, c'est bruyant, mais c'est aussi fascinant. C'est un endroit où tout le Mexique se manifeste. Les traditions anciennes mélangées avec la modernité, la pauvreté près de la richesse, l'histoire sur les murs, le futur dans les ambitions. La ville respire. Elle a son propre rythme. Il faut quelques jours pour s'y adapter, pour comprendre comment elle fonctionne, pour arrêter de la combattre et commencer à la suivre. Quand on y arrive, on se sent petite. Quand on la quitte, on se sent transformé. Guadalajara est la seconde ville du Mexique. Elle n'a pas la taille écrasante de la capitale. Elle n'a pas non plus le caractère désertique du Nord. Guadalajara existe dans un équilibre. C'est la ville de la culture mexicaine traditionnelle. C'est le cœur du Mexique, le siège de l'identité nationale la plus reconnue. Depuis Guadalajara viennent les mariachis, la musique que le monde entier associe au Mexique. Depuis Guadalajara vient la tequila, produite dans les champs autour de la ville. Depuis Guadalajara vient le sombrero, l'image du Mexique que tout le monde connaît. La ville se situe à 1500 km au nord-ouest de Mexico City. Quelques heures d'avion, quelques décisions d'autocar qui durent 20 heures. Mais c'est un autre Mexique. La première chose qu'on remarque à Guadalajara, c'est l'ordre. Les rues sont ordonnées. Elles forment un quadrillage régulier. Les bâtiments coloniaux s'alignent proprement. Les places sont spacieuses. Les églises se dressent majestueusement. Ce n'est pas le chaos urbain de la capitale. C'est une ville construite avec un plan respecté. Le climat est aussi plus agréable. L'altitude est moins extrême que celle de Mexico City. L'air est plus respirable. Les températures sont tempérées toute l'année. Pas trop chaud, pas trop froid. C'est un climat parfait pour la vie quotidienne. Les gens peuvent marcher dehors sans transpirer abondamment. Ils peuvent sortir le soir sans avoir besoin de vêtements chauds. Le Zócalo de Guadalajara est la place centrale. Elle est carrée. Elle est entourée de 4 bâtiments importants. La cathédrale métropolitaine, le palais du gouverneur, le palais municipal, le musée régional. C'est un ensemble architectural cohérent. Les gens de la ville s'assoient sur les bancs de la place. Ils regardent passer les autres. Ils mangent de la nourriture achetée aux vendeurs ambulants. Les touristes prennent des photos. Les familles viennent le week-end. Les enfants jouent. C'est un espace vraiment vivant. Pas comme certaines places qui sont juste des espaces vides. Ici, il y a toujours du mouvement, de la vie, du lien social. Le quartier de San Felipe Neri, près de la cathédrale, est magnifique. Les rues y sont pavées. Les bâtiments coloniaux y sont bien préservés. Les façades peintes en différentes couleurs. Rose, bleu, jaune, blanc. Des balcons de fer forgé. Des portes en bois anciens. Quand on marche là, on se sent transporté vers une autre époque. Les cafés sont petits. Les restaurants servent de la cuisine locale. Les boutiques vendant de l'artisanat. C'est un endroit pour se perdre, pour flâner, pour regarder chaque détail. Les habitants du quartier se connaissent. Les commerçants saluent les clients réguliers par leur prénom. Le rituel quotidien à Guadalajara tourne autour de la musique et de la nourriture. Chaque jour, en fin d'après-midi, à peu près à 18 heures, quelque chose de particulier se passe.
Les musiciens commencent à arriver sur la place du Zócalo. D'abord un seul groupe de mariachi, puis un autre encore. Avant le coucher du soleil, il y a souvent des groupes multiples qui jouent. Les touristes viennent spécialement pour voir ça. Les habitants passent juste. C'est normal pour eux. C'est la chanson de leur ville. Les musiciens jouent avec passion. Leurs costumes brillent sous les dernières lueurs du jour. Les trompettes résonnent. Les guitaristes se penchent sur leurs instruments. Tout cela n'est pas pour la première fois. C'est un rituel millénaire adapté à la vie moderne. La nourriture à Guadalajara a ses spécialités. La torta de ahogada. Ce n'est pas une torta ordinaire. C'est un sandwich trempé dans une sauce épicée faite de tomates et de piments. On la mange avec un verre d'eau ou de jus à côté, parce que la sauce est très piquante. Le pain absorbe la sauce. Les saveurs explosent. C'est un plat de rue. On l'achète dans les petits restaurants. On la mange debout ou assis sur un banc. C'est un rituel. Les gens de Guadalajara mangent ça régulièrement. C'est confortable. C'est chez soi. C'est l'essence de la cuisine locale concentrée dans un sandwich. La tequila est partout. Dans les restaurants, on vous offre un petit verre gratuitement. Dans les boutiques touristiques, il y a des centaines de bouteilles différentes. Beaucoup de gens pensent que la tequila vient de Guadalajara elle-même. Ce n'est pas exactement vrai. La tequila vient des champs autour de la petite ville appelée Tequila. Tequila se situe à environ 50 km de Guadalajara. C'est une zone de plantation d'agaves bleues. Les usines de tequila y sont construites. On peut visiter certaines d'entre elles. On peut voir comment on fabrique la tequila. On peut goûter différentes variétés. Mais Guadalajara est le cœur culturel de la tequila. C'est là qu'on la boit, qu'on la célèbre, qu'on l'inclut dans la vie quotidienne. Il existe une petite anecdote amusante à Guadalajara. Les taxis, particulièrement les anciens, sont peints de couleurs vives. Orange, bleu, rose. C'est un code historique. Avant les compteurs de taxi, les couleurs indiquaient les tarifs. Différentes couleurs, différents prix. Maintenant, tous les taxis ont des compteurs. Mais beaucoup gardent les anciennes couleurs. Les taxis modernes, plus sérieux, sont jaunes et blancs. Mais quand on se promène, on voit ces vieux taxis colorés. C'est un morceau du Mexique ancien qui refuse de disparaître. Les gens sourient en les voyant. C'est devenu emblématique de la ville. La vie nocturne à Guadalajara est importante. Les bars et les restaurants se remplissent le soir. Les gens prennent un verre après le travail. Ils traînent longtemps. La culture de la socialisation est très présente. On ne boit pas seul chez soi. On sort. On va quelque part. On parle avec des amis. On rencontre de nouvelles personnes. Les terrasses des restaurants sont pleines de gens qui discutent, qui rient. La musique joue en arrière-plan. C'est une fête quotidienne en quelque sorte. Guadalajara n'est pas en compétition avec Mexico City. C'est une autre forme de capitale. C'est la capitale culturelle, la capitale de la tradition, la capitale de la simplicité et de l'accueil. Les gens y sont moins pressés qu'à Mexico City. Ils ont le temps de parler, de sourire, de remarquer les détails. C'est un endroit où on peut respirer, où on peut se sentir partie d'une communauté, où la musique et la nourriture ne sont pas des luxes, mais des extensions naturelles de la vie quotidienne. C'est le premier visage du Mexique en dehors de la capitale, et c'est un visage qui sourit. Oaxaca est un monde à part.
C'est une ville située au sud du Mexique, à plus de 1000 kilomètres de la capitale. Elle est construite sur une montagne. Les rues sont étroites et pentes. Les bâtiments coloniaux s'empilent les uns sur les autres. C'est un endroit pauvre en apparence. Les routes ne sont pas impeccables. Les bâtiments ne sont pas tous restaurés. Mais c'est précisément cette pauvreté qui crée la beauté. Oaxaca n'a pas été modernisée. Elle n'a pas été lissée. Elle existe comme elle existait il y a 2 siècles. Les gens y parlent souvent le zapotèque ou le mixtèque avant de parler l'espagnol. Ce sont des langues indigènes. Elles sont anciennes. Elles viennent de avant la conquête espagnole. Oaxaca est un endroit où les peuples indigènes ont conservé leur identité. La première impression de Oaxaca, c'est le bruit des enfants. Il y en a partout. Ils courent dans les rues. Ils jouent dans les petites places. Ils crient, rient, se battent amicalement. Il n'y a pas de terrain de jeu asphalté. Il n'y a pas de parc organisé. Les enfants jouent simplement dehors. Ils utilisent n'importe quel espace. Une petite ruelle devient un terrain de football. Une marche devient un site de jeu. La vie des enfants n'est pas cloisonnée. Elle se déploie dans l'espace public. C'est pour ça que Oaxaca semble vivante, bruyante, pleine d'énergie. Le centre de Oaxaca est petit. On peut le parcourir à pied en moins d'1 heure. La place principale s'appelle le Zócalo. Elle est bien moins grande que celle de la capitale ou de Guadalajara. Elle est plus intime. Les arbres la couvrent d'ombre. Les gens s'assoient sur les bancs. Ils mangent des fruits. Ils regardent simplement les autres. C'est un endroit pour perdre du temps, pour ne rien faire, pour se laisser exister. Autour de la place, il y a les restaurants et les cafés. Ce sont des établissements simples. Pas de grand design, pas de chaînes internationales. Juste des tables et des chaises. Des gens qui cuisinent dans une petite cuisine. De la nourriture honnête. Les églises à Oaxaca sont parmi les plus magnifiques du Mexique. La cathédrale métropolitaine a des façades complexes. Les détails architecturaux sont impressionnants. Les statues des saints regardent depuis les murs. À l'intérieur, l'encens remplit l'air. Les femmes prient. Les enfants courent. C'est un espace sacré, mais c'est aussi un endroit pour les gens ordinaires. Les églises ne sont pas fermées à clé. On peut entrer et sortir librement. Les gens y viennent pour prier brièvement. Ils ne s'attardent pas longtemps. C'est un acte quotidien. C'est normal de passer à l'église comme on passe à la boulangerie. Le marché central de Oaxaca est extraordinaire. C'est un lieu que les touristes visitent, mais c'est aussi un lieu où les habitants font leurs courses. Les vendeurs vendent de tout. Les légumes, les fruits, les herbes, les viandes, les fromages, les fleurs. Les couleurs explosent. Les odeurs mélangées créent un parfum qui ne existe nulle part ailleurs. Le bruit du marché est constant. Les gens crient les prix. Les clients négocient. Les gens se croisent dans les allées étroites. C'est chaotique et magnifique en même temps. On peut acheter quelque chose à manger pour presque rien. Un repas complet pour quelques pesos. On s'assoit quelque part et on mange. On devient partie du marché. On n'est plus un touriste. On est simplement quelqu'un qui a faim et qui mange. La nourriture à Oaxaca est unique. Elle est très différente de la nourriture de Guadalajara. Elle est plus rustique, plus épicée, plus indigène. Le mole oaxaqueño est le plat signature.
C'est une sauce brune complexe faite de plus de 20 ingrédients. Du chocolat, des piments, des herbes, des épices. La sauce est versée sur du poulet ou de la dinde. Les gens la mangent avec du riz. C'est un plat de fête. Ce n'est pas quelque chose qu'on mange tous les jours. Ça prend du temps à préparer. Ça coûte cher. Mais pendant les fêtes, pendant les célébrations, tout le monde en mange. C'est un symbole. C'est l'essence du Mexique. Il y a aussi les chapulines. Ce sont des sauterelles grillées. Elles sont très petites. On les mange entières. Elles sont croquantes. Elles ont un goût particulier. Elles sont salées, épicées. Les touristes sont effrayés. Ils pensent que c'est quelque chose de bizarre. Mais pour les gens de Oaxaca, c'est normal. C'est une source de protéines. C'est un snack. On en met dans les tacos. On en met dans les salades. Ça a toujours été comme ça. C'est indigène. C'est ancien. Le tejat est une boisson traditionnelle. C'est un mélange de farine, de maïs, de cacao, d'épices et d'eau. On la boit surtout pendant les célébrations religieuses. C'est sucré. C'est riche. C'est épais. On la verse dans une petite tasse. On la boit lentement. Ce n'est pas un truc pour étancher sa soif. C'est une boisson qui a un sens. C'est quelque chose qu'on boit pendant une cérémonie. C'est quelque chose qu'on boit pour honorer les traditions. L'artisanat est très important à Oaxaca. Les tissus sont magnifiques. Les femmes les tissent sur des métiers traditionnels. Les motifs sont complexes. Les couleurs sont naturelles. Les textiles viennent des teintures de plantes. Le rouge vient du cochenille. Le bleu vient de l'indigo. Le jaune vient d'autres plantes. Chaque couleur a une histoire. Chaque motif raconte quelque chose. Les gens achètent ces textiles. Ils en font des vêtements, des pièces murales, des sacs à main. C'est un moyen de soutenir les tisserands. C'est un moyen de garder l'artisanat vivant. La céramique est aussi importante. Les potiers de Oaxaca font des pièces magnifiques. Des assiettes, des bols, des vases. Les motifs sont peints à la main. Chaque pièce est unique. Les touristes les achètent pour les ramener chez eux. Les habitants les achètent pour les utiliser tous les jours. C'est un art qui est aussi pratique. C'est beau et utile en même temps. Il existe une tradition amusante à Oaxaca. Le Dia de Muertos, le jour des morts, qui tombe au début novembre, est célébré de manière très particulière. Les gens construisent des autels. Ils mettent des photos des morts. Ils mettent des fleurs, particulièrement des soucis oranges appelés cempasúchil. Ils mettent de la nourriture. Le pain de muerto, le pain des morts, est une pâtisserie sucrée en forme de crâne ou de squelette. C'est sucré. C'est parfumé. Ce n'est pas morbide, c'est joyeux. C'est une célébration de la vie des morts. C'est une fête colorée. Les rues sont décorées. Les gens se costument en squelette. Ils peignent leur visage. Ils dansent. C'est une fête de plusieurs jours. C'est un moment où le Mexique entier se tourne vers Oaxaca pour voir comment c'est censé être fait. Une chose mineure, mais amusante à Oaxaca. Les taxis ne sont pas des voitures. Ce sont de petits minibus. Il n'y a pas de trajet fixe vraiment. On montait simplement dans le taxi qui allait dans la même direction. On partage l'expérience avec des étrangers. Le prix est partagé. C'est économique. C'est communautaire. Les taxis sont peints de couleurs vives. Ils ont souvent des slogans religieux ou amoureux écrits sur les vitres. C'est un moyen de transport qui renforce le lien social. Pas comme un vrai taxi où on est seul avec le chauffeur. Ici, on est ensemble.
Oaxaca n'est pas une destination moderne. C'est une destination ancienne. C'est un endroit où les traditions indigènes ont survécu. C'est un endroit où la vie se déploie lentement, où les gens prennent le temps, où l'art est vivant, pas dans les musées, mais dans les mains des artisans qui l'exercent quotidiennement. C'est difficile pour un touriste. Les routes sont mauvaises, les services sont limités. Mais c'est précisément pourquoi Oaxaca est si précieuse. Elle n'a pas été lissée. Elle n'a pas été adaptée pour les touristes. Elle existe pour elle-même. Et ceux qui la visitent découvrent quelque chose d'authentique, quelque chose de vrai. Mérida est le troisième visage du Mexique. Elle se situe au cœur de la péninsule du Yucatan, dans l'État du Yucatan. C'est une ville plate. Pas de montagnes, pas d'altitude, juste des plaines qui s'étendent à l'infini. Mérida est l'une des plus anciennes villes du Mexique. Elle a été fondée avant la conquête espagnole comme capitale maya. Les Espagnols l'ont conquise et l'ont reconstruite selon leurs standards. Maintenant, c'est une ville coloniale, mais une ville coloniale indigène. Les deux cultures y coexistent de manière visible. C'est un endroit où l'histoire maya n'est pas morte. Elle vit, elle respire, elle influence la vie quotidienne. La première chose qui frappe à Mérida, c'est le climat. C'est chaud, très chaud, et humide, extrêmement humide. Le soleil tape fort, l'air est épais, les gens suent constamment. Mais il y a une brise qui vient de la mer à environ 40 km. Cette brise rend les choses supportables. Les maisons sont construites de façon à capturer cette brise. Les fenêtres sont larges, les portiques sont profonds. Les gens passent du temps assis dehors, dans l'ombre, en attente de la brise. C'est un mode de vie adapté à la géographie. Les gens se lèvent tôt. Ils prennent un café. Ils travaillent jusqu'à midi. Puis ils s'arrêtent. Le soleil est trop fort. Ils rentrent. Ils mangent. Ils se reposent. Vers 4 heures, quand la chaleur commence à diminuer, ils ressortent. Ils travaillent de nouveau jusqu'au coucher du soleil. La place centrale de Mérida, le Zocalo, est différente de celle des autres villes. Elle est verte. Des arbres la recouvrent. C'est pour l'ombre, pour la fraîcheur. Les gens s'assoient sous les arbres. Ils parlent doucement. Le silence est plus présent ici qu'ailleurs. Pas le silence de la mort, mais un silence vivant. Un silence créé par la chaleur. Les gens ne crient pas. Les voitures roulent lentement. Les enfants jouent tranquillement. C'est un endroit où on peut entendre soi-même penser. C'est rare dans une ville. La cathédrale de Mérida est magnifique, mais austère. C'est la plus ancienne cathédrale du Mexique continental. Elle a été construite entre 1540 et 1590. C'est une structure massive en pierre blanche. Elle n'a pas les ornements complexes des cathédrales d'autres villes. C'est délibéré. Les Espagnols construisaient des cathédrales pour montrer le pouvoir. Ici, c'est le cas aussi. Mais il y a une simplicité, une force sans décoration. À l'intérieur, il y a très peu de décoration. Les murs sont blancs. La lumière entre par les vitraux. C'est un endroit pour prier, pas pour impressionner. C'est différent. Autour du Zocalo, il y a des palais coloniaux. Beaucoup datent du 19e siècle. C'était l'âge d'or de Mérida. L'aîné était cultivé massivement dans la région. Les gens devenaient riches. Ils construisaient des maisons magnifiques. Les façades sont parfois recouvertes de stuc blanc. Les portes sont imposantes. Les balcons sont en fer forgé.
Certains de ces palais sont maintenant des musées. D'autres sont des hôtels. D'autres sont simplement des habitations. Les gens vivent dans ces anciennes maisons. Elles ne sont pas figées. Elles sont habitées. Les murs intérieurs ont peut-être changé, mais l'extérieur conserve l'apparence d'autrefois. La vie à Mérida tourne autour de la culture maya moderne. Beaucoup de gens parlent le maya comme première langue. L'espagnol est la deuxième langue. Les vêtements traditionnels sont portés. Les femmes portent ces huipiles. Ce sont des robes longues blanches avec des motifs brodés colorés au cou et au bas. C'est beau, c'est élégante. C'est pratique pour le climat chaud. Les hommes portent des guayaberas. Ce sont des chemises légères, amples, souvent blanches, avec des poches structurées. C'est confortable. C'est adapté à la chaleur. Beaucoup d'hommes les portent simplement comme vêtements du travail. Ce n'est pas un costume. C'est une tenue normale. La nourriture à Mérida est basée sur la cuisine maya. C'est très différent du reste du Mexique. Le cochinita pibil est le plat principal. C'est du porc mariné dans du jus d'orange aigre et des épices, puis cuit lentement dans un trou dans le sol, recouvert de feuilles de bananier. La viande devient tellement tendre qu'elle se désagrège presque. On la mange avec du riz et des haricots. On la met dans un taco. C'est un plat de fête. Pas quelque chose qu'on mange tous les jours, mais quelque chose qu'on prépare pour les occasions. Les panuchos sont des petits déjeuners typiques. C'est du pain frit rempli de haricots. Au-dessus, on met de la viande de poulet déchiquetée, ou du poisson, de la laitue, de la tomate, de l'oignon, du citron vert. C'est simple. C'est savoureux. C'est ce qu'on mange le matin. On en mange 2 ou 3. On boit un café. Voilà. On part pour la journée. L'agua de Jamaica est une boisson traditionnelle. C'est une tisane faite à partir de fleurs d'hibiscus séchées. On la fait bouillir avec de l'eau. On ajoute un peu de sucre. On la boit froide. C'est rafraîchissant. C'est léger. C'est acidulé. C'est parfait pour le climat chaud. Presque chaque maison prépare cette boisson. C'est offert aux visiteurs. C'est un signe d'hospitalité. Il existe une petite habitude amusante à Mérida. Les hommes portent souvent un tissu blanc sur l'épaule. C'est un vestige, un souvenir d'autrefois. Ce tissu s'appelle une serviette. C'est pratique. On peut l'utiliser pour s'essuyer la sueur. On peut l'utiliser comme couverture. On peut la jeter sur l'épaule pour protéger la chemise de la sueur. C'est devenu un symbole de Mérida. Les touristes remarquent ça. C'est devenu presque une marque d'identité. La cenote la plus proche de Mérida est à quelques kilomètres. C'est un trou rempli d'eau souterraine. L'eau est tellement claire qu'on voit le fond à 10 mètres de profondeur. C'est froid. C'est rafraîchissant. Les gens y vont pour nager, particulièrement les jours chauds. Les enfants y jouent. Les adultes s'assoient sur les rochers. C'est un endroit pour échapper à la chaleur, pour se sentir vivant, pour se rappeler que sous la terre sèche, il y a de la vie. Il y a de l'eau, il y a de la fraîcheur. Les ruines mayas autour de Mérida sont impressionnantes. Uxmal, Caba, Sayil. Ce sont des anciennes cités mayas. Elles sont à quelques kilomètres les unes des autres. On peut les visiter en une journée si on a une voiture. Les ruines émergeant de la jungle. Les pierres travaillées avec une précision incroyable. Les glyphes mayas gravés dans la pierre. C'est l'histoire ancienne qui ressurgit du sol. C'est une civilisation qui a disparu il y a 1000 ans, mais qui laisse des traces. Les habitants de Mérida
vivent littéralement à côté de cette histoire. Ils ne la trouvent pas exotique. C'est leur héritage. C'est ce qu'ils sont. Il existe un rituel étrange mais beau à Mérida. Chaque dimanche, il y a une procession religieuse. Les gens marchent lentement dans les rues. Beaucoup portent des vêtements blancs. C'est une tradition qui remonte à des siècles. C'est un mélange de catholicisme et de croyances mayas. Les gens prient. Ils chantent. Ils portent des statues de saints. C'est solennel, mais ce n'est pas triste. C'est un moment de communauté. C'est un moment où les gens se sentent connectés les uns aux autres. Mérida n'est pas spectaculaire. Elle n'est pas excitante comme les autres grandes villes. Elle n'a pas la richesse de Mexico City. Elle n'a pas la culture musicale de Guadalajara. Elle n'a pas l'authenticité brute de Oaxaca. Mais elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Elle a la continuité. Elle a la connexion directe avec le passé maya. Elle a la simplicité. Elle a le temps qui s'écoule lentement. Elle a des gens qui vivent selon un rythme différent. Un rythme dicté par la géographie, par le climat, par l'histoire. C'est un endroit où on peut comprendre un autre Mexique. Un Mexique où le passé et le présent sont inséparables. Un Mexique où la tradition maya n'est pas morte. Elle n'est pas musifiée. Elle vit tranquillement, dans les rues, dans les vêtements, dans la nourriture, dans la langue, dans la façon de se mouvoir. Le Mexique a des légendes qui remontent loin. Elles sont nées quand les peuples indigènes essayaient de comprendre le monde. Une légende particulièrement importante parle de l'origine du maïs. C'est une légende douce, contrairement à certaines légendes du Mexique qui parlent de sacrifice et de mort. Selon la légende, un dieu ancien cherchait un moyen de nourrir l'humanité. Il cherchait partout. Il ne trouvait rien d'utile. Puis, il a découvert une fourmilière. À l'intérieur, les fourmis protégèrent des graines. Ces graines étaient du maïs. Le dieu a pris le maïs. Il l'a donné aux humains. Le maïs a sauvé l'humanité. Voilà la légende. C'est simple. C'est beau. C'est une explication de pourquoi le maïs est si important. Pourquoi les peuples du Mexique l'appellent souvent le don des dieux. Le maïs n'est pas juste une récolte. C'est un cadeau. C'est quelque chose de sacré. Cette légende influence encore la façon dont les Mexicains pensent à la nourriture, particulièrement au maïs. Ce n'est pas un simple ingrédient. C'est une bénédiction. Benito Juárez est l'homme qui représente le Mexique moderne. Il était un politicien, un réformateur, un combattant pour la justice. Il est né pauvre dans l'Oaxaca du 19e siècle. Il n'avait rien. Il est devenu aveugle à un moment. Mais il a appris à lire et à écrire. Il a étudié le droit. Il a grandi pour devenir gouverneur d'Oaxaca. Puis il est devenu président du Mexique. Il a lutté contre l'intervention étrangère. Il a refusé de plier face aux puissances extérieures qui voulaient contrôler le Mexique. Il a dit non au Français Napoléon III qui essayait d'imposer un empereur au Mexique. Il a dit non au gouvernement américain qui voulait accaparer les terres mexicaines. Il a tenu bon. Le Mexique est resté indépendant grâce à lui. Mais ce n'est pas ça qui le rend vraiment important pour la vie quotidienne des Mexicains. Ce qui rend Juárez véritablement symbolique, c'est son engagement envers l'éducation. Il croyait que l'éducation était la clé, que si les enfants apprenaient à lire et à écrire, ils pourraient penser par eux-mêmes. Ils ne seraient pas facilement manipulés. Ils pourraient faire leur propre choix.
il a établi une loi qui rendait l'éducation gratuite et obligatoire. Avant ça, seuls les enfants riches allaient à l'école. Les enfants pauvres restaient analphabètes. La loi de Juárez a changé ça. Soudainement, tous les enfants allaient à l'école. Pas seulement les riches, les pauvres aussi. Ça semble normal maintenant. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire. C'était dangereux pour les puissants parce que les gens éduqués posent des questions. Les gens éduqués ne suivent pas simplement les ordres. La vision de Juárez a créé une société où plus de gens avaient accès à la connaissance. C'est quelque chose que les Mexicains honorent profondément. Il existe une phrase célèbre de Juárez qui résonne toujours. Il a dit que le respect aux droits des autres est la paix. Cette phrase est simple. Elle est puissante. Elle exprime une conviction fondamentale. Le respect. C'est le fondement de tout. C'est ce qui permet aux gens de coexister. C'est ce qui rend la paix possible. Les Mexicains citent cette phrase. Les enfants l'apprennent à l'école. Elle est écrite sur les murs. Elle a acquis une vie propre. Elle n'est pas juste quelque chose qu'un politicien mort a dit. Elle est devenue une vérité qu'on répète, qu'on vit, qu'on transmet. Le plus grand accomplissement positif du Mexique, en tant que nation, est peut-être la révolution de 1910. C'était une révolution violente. C'était une révolution qui a duré environ 10 ans. Beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de villages ont été détruits. Beaucoup de familles ont perdu leurs maisons et leurs terres. Mais à la fin, quelque chose d'important a changé. La terre a été redistribuée. Avant la Révolution, le Mexique était contrôlé par une petite élite riche qui possédait des terres massives. Les paysans travaillaient ces terres. Ils restaient pauvres. Ils n'avaient rien. La Révolution a dit non à ça. Elle a exproprié les grandes terres. Elle les a divisées. Elle les a données aux paysans. Ce n'était pas parfait. L'exécution a été chaotique. Mais le principe était puissant. Le Mexique a dit que la terre devait appartenir à ceux qui la travaillaient, pas à une petite classe de propriétaires terriens. Cette réforme agraire a vraiment changé la vie des millions de paysans. Pour la première fois, ils avaient quelque chose qui leur appartenait. Une petite parcelle de terre, ce n'était pas grand, mais c'était le leur. Ils pouvaient la cultiver pour eux-mêmes. Ils pouvaient nourrir leur famille. Ils pouvaient vendre l'excédent. Ils pouvaient accumuler un peu de richesse. Ce n'était plus juste la subsistance. C'était un début d'autonomie, un début de dignité. Les générations futures de ces paysans ont eu des opportunités qui n'auraient pas existé sans ça. Certains sont devenus des fermiers prospères. D'autres ont utilisé la terre comme base pour explorer d'autres opportunités. Mais la base, l'avantage initial, venait de cette réforme. La Révolution a aussi créé une nouvelle constitution. C'est la Constituante de 1917. Elle contenait des idées révolutionnaires pour l'époque. Elle disait que le gouvernement devait protéger les travailleurs. Elle disait que les conditions de travail devaient être équitables. Elle disait que les enfants devaient aller à l'école. Ces choses sont normales maintenant. Mais à l'époque, elles étaient controversées. Les propriétaires d'usines protestaient. Les gens riches protestaient. Mais la Constitution a dit que c'est comme ça que ça va être. Le Mexique allait être une nation où le travail était protégé, où l'éducation était accessible, où les gens avaient des droits. Cette révolution n'a pas résolu tous les problèmes.
Le Mexique reste un pays complexe avec beaucoup d'inégalités. Mais la Révolution a établi un principe. Elle a dit que le changement est possible, que l'ordre social n'est pas fixe, que les gens ordinaires peuvent se lever et exiger une vie meilleure. C'est quelque chose que les Mexicains gardent en eux. Un sens que le Mexique peut s'inventer, qu'il n'y a pas une seule façon de faire les choses, que l'innovation sociale est possible. Il y a aussi une autre forme de révolution au Mexique. C'est la révolution culturelle du XXe siècle. Les muralistes comme Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros et autres ont décidé de faire de l'art public. Pas de l'art pour les galeries et les riches. De l'art sur les murs des bâtiments publics. De l'art que tout le monde pouvait voir. Gratuitement. Quotidiennement. L'art qui raconte l'histoire du peuple. L'art qui montre les luttes. L'art qui célèbre la culture indigène. Diego Rivera est le plus célèbre. Ses peintures murales sont magnifiques. Elles couvrent des centaines de mètres carrés. Elles montrent des moments clés de l'histoire mexicaine. La civilisation aztèque, la conquête espagnole, la révolution, le travail, les souffrances, les espoirs. Rivera a décidé que l'art ne devait pas être dans les musées. Il devait être visible. Il devait être accessible. Il devait parler aux gens ordinaires. Ces murales se trouvent sur les bâtiments gouvernementaux, les écoles, les bibliothèques. Les gens les voient en allant travailler. Les enfants les voient en allant à l'école. Ça devient partie de la conscience collective. C'est la vie. C'est l'histoire. C'est l'identité. Cette révolution culturelle a inspiré les Mexicains. Elle a montré que l'art pouvait être une force de changement social, que les artistes n'avaient pas à dépendre des riches pour créer, qu'ils pouvaient créer pour le peuple, qu'ils pouvaient utiliser leur talent pour éduquer et inspirer. C'est un héritage que le Mexique garde. C'est la raison pour laquelle le Mexique est connu pour son art vibrant, pour sa culture visuelle riche. Ce n'est pas juste une question d'esthétique. C'est une question de valeur. C'est une question de croyance que la culture appartient à tout le monde. La légende du maïs, l'engagement de Juárez envers l'éducation et la justice, la révolution qui a redistribué la terre et changé les structures sociales, la révolution culturelle qui a démocratisé l'art. Ce sont les choses qui font le Mexique. Ce sont les valeurs qui coulent dans les veines du pays. Ce ne sont pas des choses du passé. Ce sont des choses qui continuent d'influencer la vie quotidienne, qui influencent la façon dont les gens pensent, la façon dont ils agissent. C'est le Mexique intérieur, le Mexique des idées, des convictions, du désir de justice et de dignité. La nature au Mexique n'existe pas séparée de la vie des gens. C'est une extension de l'espace habité. Les lacs ne sont pas des destinations de montagne extrêmes. Ce sont des places où les familles viennent manger le dimanche. Les rivières ne sont pas des sites d'aventure. Ce sont des sources d'eau, de nourriture, de divertissement. Les côtes ne sont pas des endroits pour les athlètes. Ce sont des villages côtiers où les gens vivent depuis des générations, où ils pêchent, où ils se baignent, où ils passent leur soirée. Les montagnes ne sont pas pour l'escalade de montagnes extrêmes. Ce sont les maisons des gens. Ce sont les chemins que les gens empruntent pour aller au travail. Ce sont les paysages de la vie quotidienne. Le lac Japala est le plus grand lac du Mexique. Il se situe près de Guadalajara, à environ 1 heure de route. Le lac n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas un lac de montagne cristallin. L'eau est brune.
Elle vient de rivières qui traversent les terres agricoles. Mais le lac nourrit les gens. Les pêcheurs y pêchent depuis l'aube. Les petits bateaux bleus et blancs partent avant le soleil se lève. Les filets sont jetés à l'eau. Les gens attendent. Vers midi, les bateaux reviennent. Les poissons sont débarqués. Ils sont vendus. C'est une vie. C'est une économie. C'est la normale. Autour du lac Chapala, il y a des petits villages. Les gens y vivent simplement. Beaucoup sont des retraités. Ils sont venus du nord, du froid, de la vie urbaine pressée. Ils cherchaient un endroit plus tranquille. Ils l'ont trouvé ici. Ils pêchent. Ils jardinent. Ils regardent le lac. Ils mangent du poisson frais. C'est une vie différente. C'est une vie adaptée à un rythme naturel. Le Rio Grijalva coule à travers le sud du Mexique. Il traverse le Chiapas. C'est une rivière puissante. Elle crée des gorges majestueuses. Mais les gens ne viennent pas la voir comme une attraction touristique. Ils la croisent en allant quelque part. Ils la traversent en bateau. Ils y pêchent. C'est un obstacle à surmonter pour aller d'un côté à l'autre. C'est aussi une source d'eau. C'est une part du paysage qu'on accepte comme une part de l'existence. Les côtes du Mexique sont longues, très longues, plusieurs milliers de kilomètres. La côte du Pacifique est différente de la côte atlantique. Le Pacifique est violent. Les vagues sont grandes, les courants sont forts. Les gens qui vivent là apprennent à naviguer ça. Les enfants apprennent à nager dans ces conditions. Ce n'est pas un sport de loisir. C'est une nécessité. C'est une part de grandir à proximité de l'océan. Puerto Vallarta, sur la côte du Pacifique, est une ville côtière. Elle a grandi en tant que station balnéaire. Mais elle reste une vraie ville côtière. Les pêcheurs y travaillent toujours. Les barques partent tôt le matin. Elles reviennent avec des prises. Le poisson frais se vend sur les marchés. Les restaurants près de la plage le servent. C'est la base de l'économie locale. Les touristes viennent, les hôtels se remplissent, mais la vie locale continue. Les gens vont à la plage, les enfants jouent dans l'eau, les familles pique-niquent. Les vendeurs ambulants vendent des fruits, des jus, des snacks. C'est une plage normale. C'est une vie normale près de l'océan. Cancún, sur la côte atlantique, était un petit village de pêcheurs. Soudainement, dans les années 70, quelqu'un a décidé que ce serait une station balnéaire de classe mondiale. Des hôtels énormes y ont été construits. Des plages ont été aménagées. Maintenant, c'est une mégalopole du tourisme. Mais à quelques kilomètres, il y a toujours des petits villages de pêcheurs. Les gens y vivent comme avant. Ils pêchent. Ils vendent du poisson. Ils vont à la plage. Ils vivent de la mer. Cancún n'a pas remplacé cette vie. Elle coexiste. Les plages de la mer des Caraïbes, au Mexique, ont une qualité particulière. L'eau est turquoise. Les fonds sableux sont visibles. C'est une invitation pour la natation. Les récifs coralliens sont proches. Les poissons colorés nagent près du rivage. C'est un monde aquatique magnifique. Les gens y nagent régulièrement. Ce n'est pas une excursion. C'est quelque chose qu'on fait en passant. On va à la plage. On nage. On revient. C'est normal. Les montagnes du Mexique ne sont pas pour les alpinistes. Elles sont pour les gens qui vivent dessus. Les routes de montagne serpentent à travers les forêts. Les villages sont construits sur les pentes. Les maisons sont accrochées aux rochers. Les gens y vivent simplement. Ils cultivent du maïs. Ils cultivent des haricots. Ils cultivent du café dans certaines régions.
c'est une agriculture de montagne. Elle est difficile, elle est lente, mais elle nourrit les gens. La Sierra Madre occidentale s'étend sur des milliers de kilomètres. C'est une chaîne de montagnes massive. Les gens y vivent. Ils construisent des petits villages. Ils créent des routes. Ils creusent des terrasses pour cultiver. C'est une ingénierie humaine adaptée à la géographie extrême. Mais c'est normal pour ces gens. Ils ne la considèrent pas comme extrême. C'est simplement comme ça que c'est. C'est là qu'ils sont nés. C'est là qu'ils vivent. Le plateau central du Mexique s'élève à plusieurs milliers de mètres. Cela crée un climat tempéré. Pas trop chaud, pas trop froid. Les villes se construisent sur ce plateau. Guadalajara, Mexico City, Oaxaca. Elles existent à cette altitude. Les gens y vivent quotidiennement. Ils ne trouvent pas ça difficile. C'est juste comme c'est. C'est l'air qu'ils respirent. C'est l'espace qu'ils habitent. La vie rurale au Mexique dépend entièrement de la nature. Les paysans regardent le ciel pour prévoir les pluies. Si les pluies ne viennent pas, la récolte échoue. S'il pleut trop, les inondations détruisent les cultures. Les gens ont des rituels pour influencer le temps. Ils prient. Ils font des processions. Ils plantent selon les calendriers anciens. La nature n'est pas quelque chose de séparé de la vie religieuse et sociale. C'est tout intégré. C'est un seul système. Les forêts du sud du Mexique sont des espaces de vie. Les gens y cueillent du bois. Ils y chassent. Ils y collectent des plantes pour la médecine. Beaucoup de plantes utilisées en pharmacie moderne viennent des forêts mexicaines. Les gens qui vivent là les connaissent. Ils savent comment les utiliser. Ce n'est pas une connaissance scientifique. C'est une connaissance transmise à travers les générations. C'est une connaissance d'observation et d'expérience. Les cenotes de la péninsule du Yucatan ne sont pas juste des curiosités. Ce sont des sources d'eau. Pendant des siècles, avant que les puits n'existent, les gens dépendaient complètement de ces cenotes. Ils y venaient chercher de l'eau. Ils y apportaient leurs animaux. Les cenotes étaient des points de rencontre, des endroits où les gens se réunissaient, des endroits où des échanges commerciaux avaient lieu. Maintenant, les gens peuvent avoir de l'eau du robinet. Mais les cenotes restent importants. Beaucoup de gens y vont pour se baigner. C'est gratuit, c'est beau, c'est une échappatoire. Les waterfalls au Mexique sont souvent situés près des petites villes. Cascada de Agua Azul au Chiapas. Cascada de Mizolha au Yucatan. Ce ne sont pas des destinations d'escalade. Ce sont des endroits où les familles viennent dimanche. Les enfants jouent dans l'eau. Les adultes s'assoient sur les roches. On apporte de la nourriture, on pique-nique. C'est un rituel de loisir simple. C'est ce que les gens font quand ils veulent s'échapper de la routine. Les déserts du Nord sont des espaces vastes. Les gens y vivent, mais éloignés les uns des autres. Les villes sont créées autour de sources d'eau. Une source d'eau en plein désert crée une vie. Des gens s'installent. Une ville grandit. Les gens s'adaptent à l'environnement. Ils apprennent à survivre avec peu d'eau. Ils cultivent ce qu'ils peuvent cultiver. Ils élèvent du bétail. Ils créent une vie. Les estuaries et les marais près des côtes sont des espaces de vie aussi. Les gens y pêchent les crevettes. Ils y cultivent du sel. Ils y chassent des oiseaux migrateurs. C'est une économie parallèle. C'est une vie différente de celle des villes. Mais c'est une vie vraie.
La nature au Mexique n'est jamais loin. Même dans les grandes villes, il y a des parcs. Les gens y vont. Ils marchent, ils s'assoient, ils respirent l'air frais. C'est un lien avec la nature que les gens maintiennent. C'est important. C'est une soupape de décompression. C'est un rappel que la vie continue au-delà des murs de la ville. Le Mexique est une démonstration de comment les gens et la nature coexistent. Pas comme deux choses séparées. Pas comme nature que les gens visitent récréativement, mais comme une intégration. Les gens vivent dedans. Ils en dépendent. Ils la respectent. Ils la transforment. Ils la mêlent à leurs rituels, leurs pratiques, leur vie. La nature est le théâtre où se joue la vie humaine. C'est l'acteur principal et l'humain aussi. C'est une danse ancienne que les Mexicains continuent tous les jours sans y penser. Le calendrier du Mexique n'est pas un calendrier ordinaire. C'est un calendrier qui change constamment. Les fêtes arrivent. La vie se transforme. Tout ce qu'on pensait normal devient différent. Les horaires changent. Les routes deviennent impossibles. Les magasins ferment. Les gens se mettent à danser. C'est un calendrier qui dicte le rythme de la vie. La fête la plus importante est le Dia de Muertos, le jour des morts. C'est à la fin octobre et début novembre. C'est une fête que le Mexique entier honore. Pendant cette période, le Mexique ralentit. Les gens retournent dans leur village. Ils reviennent voir leur famille. Ils retournent à leurs racines. Les autobus sont pleins. Les routes sont bloquées. Les gens voyagent pendant des heures pour être là. Ce n'est pas une fête de peur. Ce n'est pas quelque chose de lugubre. C'est une célébration. C'est joyeux. C'est coloré. Les gens construisent des autels. Ils mettent les photos des morts. Ils apportent de la nourriture, du pain de muerto, des fruits, des fleurs. Ils allument des bougies. Ils prient. C'est un moment où les vivants et les morts sont connectés, où les générations se rencontrent, où la mort n'est pas terrifiante. C'est une part naturelle de l'existence. Pendant le Dia de Muertos, les gens peignent leur visage en squelette. Ce n'est pas pour faire peur. C'est pour honorer la mort. C'est pour rappeler que la vie est temporaire. C'est un art. C'est une célébration. Les enfants portent des costumes de squelettes. Ils parcourent les rues. Ils demandent des bonbons comme à Halloween. Mais c'est différent. Ce n'est pas juste un jeu. C'est une part d'une tradition profonde. Le Mexique entier se transforme. Les rues sont décorées. Les couleurs oranges et violets dominent. Les marchés vendent des pains de muerto. Les pâtisseries se remplissent de clients. Les gens dépensent de l'argent. Les gens travaillent dur pendant cette période, même s'ils font la fête. C'est un effort. C'est une affirmation. C'est le Mexique qui dit non à la mort, qui dit que la vie est plus forte. Pâques est une autre fête majeure. C'est la Semaine sainte. Pendant cette semaine, beaucoup de Mexicains ne travaillent pas. Ils prennent des vacances. Les plages se remplissent. Les villes deviennent vides. Les gens partent avec leurs familles. Ils vont à la plage ou dans les villages. C'est une semaine de repos. C'est une semaine de détente. Les restaurants sur les plages sont pleins. Les petits hôtels sont complets. Si on veut voyager pendant cette semaine, c'est difficile. Les autocars sont pleins. Les avions sont complets. C'est le moment où le Mexique se déplace. Noël est aussi très important. Le mois de décembre entier change. Les illuminations apparaissent. Les magasins se remplissent de gens. Les gens font du shopping. Ils achètent des cadeaux.
Ils préparent des repas spéciaux. Le Noël au Mexique est très religieux. Beaucoup de gens vont à la messe de minuit. C'est une tradition. Ils vont à l'église. Ils prient. Ils rentrent chez eux. Ils mangent. Ils se réunissent avec la famille. Les enfants ouvrent les cadeaux le 25 décembre. Mais il y a aussi une fête qui s'appelle les Posadas. C'est avant Noël. Pendant 9 jours, les gens marchent dans les rues. Ils demandent abri. On leur refuse. Finalement, on les accepte. C'est une récréation de l'histoire de Marie et Joseph qui cherchaient un endroit pour accoucher. Les gens chantent, ils mangent, ils s'amusent. C'est une fête communale. C'est quelque chose que beaucoup de gens célèbrent ensemble. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait en famille. C'est public. C'est collectif. Le carnaval est une autre grande fête. Elle varie selon les régions. À Veracruz, le carnaval est énorme. Des gens arrivent de partout. Il y a des défilés. Il y a de la musique. Il y a des costumes. Les gens dansent. Le carnaval dure une semaine entière. Les rues sont fermées au trafic. Les gens mangent de la nourriture spéciale. Ça s'appelle la fritura. Ce sont des beignets spéciaux, préparés seulement pendant le carnaval. Ça coûte cher. Ça ne dure qu'une semaine. Tout le monde en mange. C'est un rituel. C'est une tradition. Après le carnaval, il y a le Mardi Gras. C'est le dernier jour de la fête. Après ça, c'est le carême. Les gens arrêtent de manger certaines choses. C'est une période de réflexion, de pénitence. C'est une part de la vie religieuse au Mexique. Le Dia de la Independencia, le 16 septembre, est un jour national. C'est l'anniversaire de la Déclaration d'indépendance du Mexique. Les gens qui portent les vêtements blancs, verts et rouges. Ce sont les couleurs du drapeau. Beaucoup de gens affichent des drapeaux. Il y a des défilés dans les villes. Il y a des feux d'artifice le soir. Les restaurants proposent des menus spéciaux. Les gens mangent du barbecue. Ils boivent de la bière. C'est une fête nationale. Tout le monde participe. C'est un moment de fierté nationale. Les gens se sentent connectés en tant que Mexicains. Les fêtes locales sont très importantes. Chaque ville a sa propre fête patronale. Une fête dédiée aux saints protecteurs de la ville. Pendant cette fête, la vie s'arrête. Les gens ne vont pas au travail. Si c'est une petite ville, tout ferme. Les rues se remplissent. Il y a de la musique. Il y a des processions religieuses. Il y a du bruit. Il y a de la joie. C'est un moment où la ville célèbre elle-même, où elle affirme son identité. À Guanajuato, la fête de San Miguel Arcángel est énorme. À Oaxaca, chaque village a sa propre fête. À Veracruz, la fête du Saint Patron attire des gens de partout. Ce sont des événements majeurs. Ce sont des moments de rassemblement. Ce sont des moments où on sent l'importance de la communauté. Il y a aussi des fêtes spéciales. La fête des fleurs à Xochimilco, à Mexico City. Les gens se rassemblent. Ils prennent des bateaux. Ils naviguent à travers les canaux. Les fleurs sont partout. C'est une fête pour célébrer la nature. C'est une fête pour se souvenir de l'ancienne civilisation aztèque qui flottait sur ces eaux. C'est une connexion avec le passé. Pendant les vacances, les gens font du shopping. Beaucoup de gens achètent des vêtements nouveaux. Ils veulent se sentir bien. Ils veulent se montrer. C'est un comportement normal. C'est une expression de joie. Les magasins le savent. Ils font des réductions. Ils créent une urgence. Les gens dépensent plus que d'habitude. C'est une économie de fête. C'est une économie cyclique. Les fêtes affectent aussi les transports. Pendant les fêtes majeures,
les autocars sont pleins. Impossible de trouver une place. Les routes deviennent des embouteillages géants. Les gens attendent des heures pour voyager. C'est une part acceptée de la fête. On s'attend à ça. On s'organise en fonction de ça. On laisse plus de temps. On part plus tôt. On accepte l'inconfort. Les fêtes changent aussi la nourriture. Chaque fête a ses aliments spécifiques. Le pan de muerto pendant le Dia de Muerta. Les tamales pendant Noël. Les frituras pendant le carnaval. Les enchiladas pendant les fêtes locales. La nourriture devient saisonnelle. Elle apparaît. Elle disparaît. Les gens l'attendent. Ils la demandent. Ils la savourent. C'est une gastronomie organisée par le calendrier. Les enfants remarquent les fêtes plus que quiconque. Pour eux, c'est une rupture de la routine. C'est une possibilité d'amusement. C'est une chance de rester dehors. C'est une chance de rencontrer d'autres enfants. Pendant les fêtes, les enfants sortent. Ils explorent. Ils participent. Ils apprennent les traditions. C'est comme ça que les traditions continuent. C'est comme ça que les enfants deviennent des adultes qui honorent les fêtes. Les fêtes au Mexique ne sont jamais tranquilles. Elles sont toujours bruyantes, toujours colorées, toujours pleines de gens. Elles sont joyeuses. Elles sont exigeantes. Elles transforment le paysage. Elles transforment les comportements. Elles font que tout le monde se sent vivant. C'est comme si le Mexique respirait, inspire et expire. Pendant les fêtes, le Mexique expire. Il sort. Il célèbre. Il affirme qu'il existe. C'est un calendrier qui marque la vie. Un calendrier qui donne du rythme. Un calendrier qui connecte les gens. La nourriture du Mexique n'existe pas dans les restaurants. Elle existe dans la rue. Elle existe chez les gens. Elle existe dans les petits échoppes où on cuisine depuis des années. Le matin, le Mexique se réveille avec le café et les pendules. Le café est fort. Il est sucré. On le boit vite. On en prend 1 ou 2 tasses. C'est pour se réveiller. C'est pour sentir le monde arriver. Les pendules sont des petits gâteaux sucrés. Il y a des dizaines de variétés. Des congas, qui sont des petits pains avec du sucre cristallisé sur le dessus. Des oreilles, qui sont des pâtes feuilletées. Des chochos, qui sont des pains avec du chocolat à l'intérieur. On en mange un avec son café. Parfois 2. C'est un petit rituel. C'est rapide. C'est satisfaisant. Ensuite, il y a les tamales. Ce ne sont pas un petit déjeuner quotidien pour tout le monde, mais c'est un petit déjeuner classique. Les tamales sont du maïs moulu mélangé avec du lard, cuit dans des feuilles de maïs. À l'intérieur, il y a une garniture, du poulet, de la viande de porc, des fromages, des piments. Les tamales sont mangés avec une sauce rouge ou verte. Ce sont des pains de maïs compliqués. Ce sont des choses qu'on fait généralement à la maison. Des femmes y mettent du temps. Elles les font en quantité. Elles les vendent aux voisins. Les tamales sont un commerce quotidien informel. Quelqu'un les fait. Quelqu'un les vend. Quelqu'un les achète. C'est une économie de petit déjeuner. Les huevos rancheros sont aussi populaires. Ce sont des œufs. Ils sont frits ou pochés. Ils sont servis sur une tortilla. On met une sauce par-dessus, une sauce de tomates et de piment. On ajoute des haricots. On ajoute du fromage râpé. C'est simple, c'est savoureux. C'est ce qu'on mange le matin. Les restaurants de petit déjeuner le servent toute la journée. Les gens le mangent parfois pour le déjeuner aussi. C'est flexible. C'est un plat qui s'adapte. À midi, il y a les tacos. Mais les tacos mexicains ne sont pas comme les tacos des restaurants américains. Un taco mexicain
C'est une tortilla, une petite tortilla, chaude, pliée. À l'intérieur, il y a de la viande, du poulet grillé, du porc, du bœuf, parfois du poisson. On ajoute de la salsa, de l'oignon, de la coriandre, parfois de la lime. C'est tout. C'est simple. On en mange 3 ou 4. C'est un repas. Ça coûte peu. Ça satisfait. Les tacos sont vendus partout. Dans les petites rues, dans les marchés, dans les petits restaurants. C'est le plat national. C'est ce qu'on mange quotidiennement. Il y a aussi les quesadillas. Ce sont des tortillas pliées. À l'intérieur, il y a du fromage. Du fromage frais qui commence à fondre avec la chaleur. On ajoute parfois des fleurs de courge, des champignons, des épinards. On les cuit sur une plaque chaude. Elles deviennent croustillantes. On les mange avec une sauce. On les mange le matin. On les mange l'après-midi. C'est un repas léger. C'est satisfaisant. Les enchiladas sont un plat plus substantiel. Ce sont des tortillas roulées. À l'intérieur, il y a du poulet ou du fromage. On les met dans un plat. On verse une sauce dessus, une sauce de mole, une sauce rouge, une sauce verte. On ajoute du fromage. On les cuit au four. C'est un plat de fête. Ce n'est pas quelque chose qu'on mange tous les jours. C'est quelque chose qu'on mange le week-end. C'est quelque chose qu'on fait pour les invités. Les pozole est un plat traditionnel. C'est une soupe. Elle est faite avec des grains de maïs énormes. Ils sont cuits jusqu'à ce qu'ils deviennent tendres. On ajoute de la viande, du porc généralement. On ajoute des piments. On ajoute de l'ail. On la cuit longtemps. C'est un plat que les gens mangent le dimanche. C'est un plat pour se sentir chez soi. C'est un plat qu'on mange avec la famille. Les chili relleno sont des piments farcis. Ce sont des gros piments. On les rôtit. On enlève la peau. On en retire les graines. On les remplit avec du fromage. Parfois de la viande. On les trempe dans un blanc d'œuf. On les frit. On les sert avec une sauce tomate. C'est un plat compliqué. C'est un plat fait avec soin. C'est un plat spécial. Les frijoles sont un accompagnement. Ce sont des haricots, cuits lentement, avec de l'ail, avec de l'oignon. Ils deviennent pâteux, crémeux, noirs généralement, parfois rouges. Ils accompagnent presque chaque repas. Ils sont servis seuls. Ils sont servis avec du riz. Ils sont servis avec de la viande. Ce sont des haricots. Ce sont une part du quotidien. Le riz est aussi un accompagnement classique. Il est cuit avec des tomates, avec de l'oignon, avec du bouillon. Il devient rouge. Il est savoureux. Il accompagne les repas principaux. Les gens le mangent sans penser. C'est normal. C'est attendu. Les fruits de mer sont importants sur les côtes. Les ceviches sont un plat populaire. C'est du poisson cru. Il est mariné dans du jus de lime. La lime cuit le poisson chimiquement. On ajoute de la tomate, de l'oignon, de la coriandre. C'est simple, c'est frais, c'est savoureux. Les gens le mangent au déjeuner. C'est léger, c'est satisfaisant. Les huachinango à la veracruzana est un plat de poisson grillé. C'est fait avec une sauce de tomate, d'olive, de capre. Le poisson devient succulent. Le goût est complexe. C'est un plat du Veracruz. C'est un plat côtier. C'est un plat spécial. Les camarones à l'ail sont des crevettes cuites avec beaucoup d'ail. Elles deviennent rosées. Elles sont servies avec du riz, avec du pain pour absorber la sauce. C'est simple, c'est délicieux. C'est une part de la vie côtière. Pour les boissons, il y a le café. Bien sûr, le café. Le Mexique produit du café excellent. Les gens le boivent fort.
Ils le boivent sucré. Parfois, ils y ajoutent du lait. Parfois, ils le boivent noir. C'est un rituel. C'est une pause. C'est un moment pour respirer. Il y a aussi le chocolat. Le chocolat mexicain est particulier. C'est du chocolat mélangé avec de la cannelle, avec des épices. Ça se dissout dans le lait chaud. C'est riche, c'est sucré, c'est satisfaisant. Les gens le boivent le matin. Les enfants l'adorent. Les adultes le boivent aussi. L'agua fresca est une boisson traditionnelle. C'est de l'eau avec des fruits, du melon, de la papaye, de la pastèque, du tamarindo. On ajoute du sucre. On ajoute du jus de lime. On la boit froide. C'est rafraîchissant. C'est léger. C'est ce qu'on boit pendant les repas de midi. C'est ce qu'on vend dans la rue. Les jus frais sont partout. Les vendeurs ont des chariots. Ils ont des oranges, des citrons, des goyaves, des mangues. Ils les pressent sur le moment. C'est du jus frais, pas du jus en carton. C'est vivant. C'est frais. C'est délicieux. La cerveza est la bière du Mexique. C'est ce qu'on boit avec les amis. C'est ce qu'on boit le soir. Ce qu'on boit avant de manger. Il y a plusieurs marques. Corona, Modelo, Pacifico. Elles sont toutes bues avec une lime à l'intérieur. C'est une tradition. C'est le goût. C'est la normalité. La tequila est un alcool fort. Ce n'est pas quelque chose qu'on boit régulièrement pour la plupart des gens. C'est quelque chose qu'on boit pendant les fêtes. Pur. Ou en cocktail. Le margarita est un cocktail populaire. Tequila, jus de lime, liqueur d'orange, de la glace, du sel sur le bord. C'est une boisson de fête. C'est succulente. C'est forte. Le mezcal est un alcool similaire à la tequila. Mais c'est différent. C'est plus rustique. C'est moins régulé. C'est plus traditionnel. Certaines personnes le boivent avec du verre à l'intérieur de la bouteille. C'est une tradition. C'est une part du mythe. Mais beaucoup de gens le boivent, simplement. C'est un alcool de saveur particulière. Les atolls sont des boissons chaudes sucrées à base de farine de maïs. Elles sont traditionnelles. Elles sont servies le matin parfois. Elles sont servies lors de fêtes. C'est une boisson ancienne. C'est une boisson du Mexique ancien. C'est quelque chose qu'on boit pour se sentir connecté au passé. Les souvenirs que les gens ramènent du Mexique ne sont pas toujours des choses évidentes. Beaucoup de gens achètent des pièces d'artisanat, des textiles, des poteries, des paniers. C'est beau. C'est fait à la main. C'est authentique. Les gens les mettent dans leur maison. Elles rappellent le voyage. Elles rappellent les gens qu'ils ont rencontrés. Beaucoup de gens achètent des alébriges. Ce sont des figures en bois peintes de couleurs vives. Ce sont des animaux fantastiques. Des monstres joyeux. Ils viennent du Oaxaca généralement. Ils sont peints à la main. Chaque couleur est appliquée avec soin. Ils sont magnifiques. Les gens les achètent pour décorer leur maison. Elles deviennent des pièces maîtresses. Elles suscitent la conversation. Les pièces de l'art populaire sont recherchées. Les petites sculptures, les peintures, les retableaux, qui sont des petits tableaux en bois racontant des histoires religieuses. Ils viennent généralement d'Oaxaca aussi. Ils sont une part du patrimoine mexicain. Les gens les achètent pour les apprécier, pas juste pour les avoir. Les textiles sont populaires. Les tapis, les serviettes, les vêtements, ils sont tissés à la main. Les motifs sont anciens. Les couleurs sont naturelles. C'est un achat significatif. C'est un achat qui soutient les artisans. Les souvenirs de tequila sont populaires. Les gens achètent des bouteilles, pas juste pour les boire, pour les garder,
pour les montrer, pour les rappeler. La tequila avec des verres, la tequila spéciale, des bouteilles belles, des étiquettes intéressantes. C'est un souvenir, c'est quelque chose qu'on peut donner. Les piments séchés sont un souvenir alimentaire. Ils sont séchés. Ils sont emballés. On les apporte à la maison. On les utilise pour faire des sauces. On les mélange avec d'autres ingrédients. À chaque utilisation, on se souvient du Mexique. C'est un souvenir pratique. C'est un souvenir qui a un usage. Les herbes médicinales sont achetées. La sauge, l'estragon. D'autres herbes. Elles sont emballées. Les gens les ramènent chez eux. Elles rappellent le Mexique. Elles rappellent les traditions ancestrales. Les petites statues religieuses sont achetées. Les saints, les vierges. Les gens qui sont croyants les achètent. C'est un souvenir spirituel. Ça a quelque chose qui a du sens. Les souvenirs du Mexique ne sont jamais juste des objets. Ce sont des connexions. Ce sont des extensions du voyage. Ce sont des choses qui gardent vivante la mémoire. Quand on les regarde chez soi, on se souvient. On se souvient des visages, des saveurs, des sons, du soleil, de la musique, de la sensation d'être ailleurs, de la sensation de vivre différemment. Le Mexique n'est jamais loin. Il est là dans la maison. Il est sur l'étagère. Il est dans le tiroir de la cuisine. Il attend d'être reconnu. Il attend d'être utilisé. Il attend d'être apprécié. C'est l'essence du voyage. Ce n'est pas juste d'être allé quelque part. C'est de ramener quelque chose. C'est de laisser le voyage continuer dans la vie quotidienne.